Ah, le JSON. Ce format qui, en théorie, sert à transporter des données de manière simple et lisible, mais qui, dans les mains de certains ingénieurs de l'absurde, devient le fil barbelé du développement logiciel. Parce que, soyons honnêtes, les incompétents adorent le JSON. Ils en mettent partout. Tu veux stocker 3 valeurs dans un fichier de conf? JSON. Tu veux faire dialoguer 2 technos qui n'ont rien à voir? JSON. Tu veux traduire des instructions Java en C++? Eh ben oui, JSON. Oui, ils l'ont vraiment fait. Quand le JSON devient une base de données, au lieu d'utiliser une vraie base de données, là, c'est le grand classique. Imagine un projet où on doit stocker des utilisateurs avec leur rôle. Normalement, un bon petit PostgreSQL, voire même SQLite, suffirait. Mais non, ce serait trop simple. On décide donc de tout stocker en JSON. Et on obtient un énorme fichier de plusieurs mégas qui est chargé intégralement en mémoire à chaque requête. Parce que pourquoi optimiser quand on peut brûler de la RAM? JSON pour traduire du Java en C++. Oui, c'est arrivé. Là, c'est le top. Une équipe devait faire bosser un programme en Java avec une appli en C++. Plutôt que d'utiliser une librairie de communication standard, un génie a eu l'idée de convertir les instructions Java en JSON pour que le C++ puisse les lire et les interpréter. Résultat, chaque action passait par un JSON décrivant l'objet à créer, ses paramètres et son comportement, que le C++ devait ensuite parser et transformer en code exécutable. Une usine à gaz qui, évidemment, était lente et instable. Bien sûr, une fois que ça ralentissait comme un PowerPoint de 500 mots, quelqu'un a fini par dire « On aurait peut-être dû juste utiliser un binding natif. » Bravo. 3 mois de taf foutu en l'air. JSON dans des logs, mais formaté pour être illisible. Un autre classique, foutre du JSON dans des logs, mais d'une façon tellement imbuvable que même un parseur aurait envie de se pendre. Au lieu d'avoir un simple message d'erreur clair et compréhensible, on se retrouve avec un pavé JSON contenant des timestamps, des niveaux de log, des contextes et des métadonnées inutiles. Et quand tu ouvres les logs avec un simple éditeur de texte, t'as l'impression de lire du cyberhiéroglyphe. Un log, c'est fait pour être lisible, pas pour ressembler à un appel d'API. Quand JSON remplace des fichiers de config et qu'on met des commentaires en mode pirate. Un fichier .ini? Non, trop ringard. Un YAML? Trop simple. Non, ces gens veulent du JSON, mais le problème, c'est que JSON n'accepte pas les commentaires. Donc, comment ils font? Ils bricolent des clés bidons dans leur fichier de config pour simuler des commentaires, transformant un truc censé être propre en un bazar incompréhensible. Sérieusement? Vous auriez pu juste prendre YAML ou TOML, mais non, il fallait bricoler un hack moche. Bravo. Prix Nobel du bricolage. JSON utilisé comme middleware. Parce que pourquoi faire simple? Un service doit envoyer des données d'un serveur A à un serveur B. Plutôt que de simplement envoyer une requête directe, un chef de projet inspiré a décidé de faire transiter les données dans un fichier JSON qui passe par un 3e serveur C, qui va lire le fichier, vérifier que c'est bien du JSON, merci, et le retransmettre en REST. Résultat, un truc qui aurait dû prendre 10 millisecondes prend maintenant plusieurs secondes et personne ne comprend pourquoi c'est lent. Conclusion, JSON, c'est bien, mais seulement quand on sait s'arrêter. Le JSON, c'est pratique, oui, mais ça ne remplace pas une base de données, ni un protocole, ni du code bien fait. Quand t'arrives à un point où tu stockes des programmes dans du JSON, c'est que tu es allé trop loin. Si t'as besoin de 4 parseurs, 2 microservices, un serveur tampon et un convertisseur Java, JSON, C++, JSON. Tu fais fausse route. Un bon dev sait quand s'arrêter. Un mauvais dev, il mettra du JSON jusqu'à ce que tout explose.